Vous sentez au plus profond de vous qu'il est temps de changer, de devenir enfin la meilleure version de vous-même? Dans cette masterclass exceptionnelle, Luc Baudin, expert reconnu en développement personnel et ancien médecin, vous révèle comment accomplir votre légende personnelle. Découvrez les secrets de la force de la pensée, les clés pour élever votre niveau vibratoire et des techniques éprouvées pour transformer votre vie. Pour assister à la masterclass, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description de cette vidéo. Dans l'inconscient collectif, l'artiste est un être fantasque qui s'affranchit des codes de la société pour mieux la conquérir. Pour créer, il entre dans un état modifié de conscience, appelant à ce que l'œuvre se dessine, se construise à travers lui. Ainsi, l'artiste et l'inconscient marchent ensemble. Mais qu'en est-il du spectateur? Qu'en est-il de vous, de moi, qui recevons l'œuvre, qui sommes touchés par elle et jusqu'à quel point? Entrons-nous aussi dans la transe de l'artiste? C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui. Bienvenue dans les virtuoses de l'hypnose. Et aujourd'hui, nous quittons les rives de la thérapie, une fois n'est pas coutume, pour nous intéresser à l'hypnose sous une autre forme, une hypnose au service du slow art. Alors, je suis très heureuse de recevoir Christine Ayoub et Marie-Aude Barognan pour discuter. Mais qu'est-ce que c'est que le slow art? Alors, le slow art, c'est une approche de l'art qui nous invite à prendre le temps de se poser devant une œuvre pour tisser un lien intime avec elle, pour vraiment l'éprouver dans le corps, tout en court-circuitant, si possible, le mental. Donc c'est une forme de philosophie qui se développe partout, l'idée de ralentir, parce qu'on est happé par trop d'images. Absolument, donc comme le mot le dit, slow, ça veut dire lent. Il s'agit effectivement de contrer une forme de vitesse, d'un autre rapport au temps et même à l'espace. Et l'art, en tout cas un certain rapport à l'art, permettrait justement cet autre rapport au temps. Donc Marie-Aude, vous êtes philosophe et vous exercez comme professeur. Professeur surtout qui s'intéresse à la question des images. Donc le slow art fait partie un petit peu de mes intérêts, effectivement. Et philosophe dans le sens où on essaye de penser les images et à travers les images. Donc la question de la temporalité, justement, de ce nouveau rapport aux images par un nouveau rapport au temps, est assez centrale dans mes réflexions. Et donc Christine Ayoub, tu es à la fois thérapeute, hypnothérapeute, mais aussi historienne de l'art. Tout à fait. En fait, c'est vrai que j'ai plusieurs casquettes. Et donc je travaille depuis une vingtaine d'années au Musée royal des Beaux-Arts de Belgique, qui est le plus grand musée des Beaux-Arts du pays. Et j'ai fait différentes choses dans ce musée. Donc je viens de la médiation culturelle, où je me suis adaptée à différents publics pour créer des approches parfois insolites de l'art. Donc ça m'a déjà entraînée pour ce que je vais vous proposer tout à l'heure. Et sur le plateau, justement, il y a un quatrième invité, c'est ce tableau qui va servir de support à l'immersion hypnotique que tu vas proposer tout à l'heure, parce que l'idée est d'entrer dans l'œuvre, ou en tout cas peut-être de la recevoir dans un espèce de mouvement. Exactement, de rentrer en résonance avec des parties de l'œuvre qui correspondent à des parties de nous-mêmes. Comment choisir, comment travailler avec votre pierre d'ancrage? Saviez-vous que votre voix cache un pouvoir extraordinaire? Et si un message du ciel pouvait vous redonner le sourire, dénouer une situation ou tout simplement vous remettre sur le chemin de votre vie? Saviez-vous que chacun d'entre nous possède un animal de pouvoir, un guide spirituel qui peut nous accompagner tout au long de notre vie? Dans notre atelier, vous allez vivre avec nous une immersion sonore, ressentir, vibrer en connexion avec votre voix. Et pour cela, il nous faut des outils vibratoires puissants, les baumes sonores. Je vous donne rendez-vous pour un week-end exceptionnel, le 24 et le 25 mai à Nancy. Aux ateliers d'ABC Talk, corps, âme, esprit. Avec Marc Leval et toute son équipe. Je vous guiderai à travers une expérience magnifique autour de votre respiration. Nous allons partager un moment d'humanité que vous n'êtes pas prêt d'oublier. Pensez bien à prendre vos billets sur abctalk.fr. Et à très bientôt. Alors on aimerait bien d'abord en savoir plus comment est née cette idée
de résonance, comment on entre en résonance avec une œuvre et comment l'hypnose va venir aider au processus. Alors, ce qu'on va faire tout à l'heure, c'est une immersion hypnotique dans une œuvre d'art. Comment ça m'est venu? Un peu par hasard. Donc, je travaille au musée des Beaux-Arts. J'étais là un dimanche et on a dans nos collections du XVIe siècle un tableau très étrange d'une petite fille qui tient un oiseau mort. Elle a environ 5 ans. Le peintre est anonyme, l'enfant aussi, c'est assez rare. Et donc, en tant qu'historienne de l'art, je voulais avoir plus d'informations à propos de cette œuvre. Et donc, je fais venir une collègue à moi, puisque je suis aussi constellatrice systémique. C'est un outil de thérapie brève qui active évidemment l'inconscient et on a accès à beaucoup d'informations. Donc, je lui dis, viens, on va consteller cette œuvre. Elle me dit, ah bon, comment faire? Je dis, écoute, on va explorer. Et donc, je me connecte à l'œuvre. Et là, il y a quelque chose de très troublant qui se passe. C'est comme si je traversais la surface du tableau pour aller à la rencontre de moi-même. Et donc là, je lui dis, elle s'appelle Nancy Darding, je dis, Nancy, là, quelque chose de bizarre qui se passe, je vais me déconnecter. Elle me dit, non, 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 vas-y, continue. Et donc, je me reconnecte et finalement, j'ai accès à une part de moi-même quand j'avais 5 ans, où j'ai vécu un trauma. Et je n'avais pas du tout envie de travailler là-dessus. Et c'était pas du tout prévu. Mais en triangulant avec ce tableau, eh bien, ça m'a donné accès et j'ai pu, prendre soin de cette part. Donc, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Ce que je ne savais pas encore à l'époque, c'était que c'est de l'hypnose. J'étais en auto-hypnose, j'étais en transe. Mais je m'étais pas encore formée à l'époque à l'hypnose. Donc, tu es entrée finalement en transe devant ce tableau, une transe spontanée, et ce tableau, le thème du tableau a créé une résonance en toi. Oui. Donc, en même temps, avec des parts de toi, donc on arrive encore de nouveau sur la thérapie. Et en même temps, tu as eu des informations sur le tableau en lui-même. Oui. Alors, c'est vrai que c'est intéressant d'un point de vue histoire de l'art. Apparemment, le peintre était gaucher. Il avait un rapport, on va dire, trouble avec cette petite fille. Donc, on a eu comme ça quelques informations. Après, on ne peut pas les vérifier, mais c'est ce qui est arrivé dans le champ d'expérience. Oui. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a un dialogue en fait entre ton récit personnel et le récit du tableau. Exactement. Je pense que ça, c'est un des atouts en fait de l'immersion hypnotique. C'est pas justement juste on utilise le tableau pour être dans l'autothérapie. À un moment donné, il y a quelque chose du tableau qui vient se révéler. Donc c'est vraiment cet effet miroir, cet effet de résonance. C'est-à-dire que quand on se promène dans un musée, finalement, on est attiré par un tableau plus qu'un autre. Il y a déjà une résonance inconsciente en fait qui se produit, puisque on peut être attiré justement par quelque chose d'inconscient. Alors, je dirais que tu dis on est attiré, je dirais, en tout cas c'est ce que toi tu m'avais fait réaliser quand j'ai fait cette immersion hypnotique avec toi, c'est le tableau en fait qui vient vous chercher quelque part. Donc il y a quelque chose d'asymétrique qui se passe au départ et puis il y a un effet symétrique qui se construit. Il n'y a jamais de hasard quand on est choisi par une œuvre. L'œuvre nous raconte. C'est ça. C'est ça qu'on réalise dans le Donc processus. nous ne choisissons pas l'œuvre nous choisit. En fait, c'est notre inconscient qui choisit l'œuvre, en fait. Tout à fait. Exactement. Donc c'est choisi par une part de nous qu'on ignore, en fait. Voilà. Et qui se révèle, parce que le but, finalement, de ce procédé, c'est l'art. Comment est-ce que l'art nous révèle à nous-mêmes et peut transformer aussi des parts qui ont besoin de l'être. Mais aussi, comment est-ce que l'art, cette approche de l'art peut révéler un tableau, par exemple, différemment. On va voir avec toi tout à l'heure, puisque c'est toi qui es l'artiste du tableau, donc c'est très intéressant. Et puis, évidemment, l'image va se transformer aussi, alors que c'est la même, mais c'est notre regard, notre vécu qui change. Et puis, ça transforme aussi, effectivement, tu as la transformation du soi, mais tu as aussi la transformation du regard qu'on peut avoir, effectivement, sur un tableau. Mais je dirais, de façon même plus large, sur l'art en général. C'est une autre façon de regarder l'art, de l'expérimenter, de le vivre, d'être affecté par lui. Et j'ajouterais que aussi, c'est une façon de relire l'histoire de l'art aussi. Relire l'histoire de l'art qui ne passerait pas simplement par une addition d'informations, le côté un petit peu Wikipédia, très muséal que l'on connaît.
on vit les choses autrement, donc on lit l'œuvre autrement, et tout d'un coup, c'est un autre monde qui vient se révéler. Donc en fait, c'est une expérience, en fait. On est un peu à la recherche d'une expérience. Pourquoi va-t-on au musée, en fait? Alors, ça, c'est une bonne question. En fait, au Musée royal des Beaux-Arts de Belgique, justement, on a mené une étude avec plus de 3000 personnes en leur demandant, et j'ai envie de vous le demander à tous et toutes, pourquoi est-ce que vous venez dans un musée? Pourquoi ne pas rester derrière un écran à regarder une œuvre? C'est vrai que moi, j'ai cherché une émotion personnelle, en fait, quand je me promène. Enfin, moi, j'adore aller dans des musées. Effectivement, je suis à la recherche de cette résonance, en fait, de cette accordance. Exactement. D'être touchée par une œuvre, d'être subjuguée parfois. Et aussi, je dirais, il y a aussi la dimension de l'espace. Être dans un espace muséal, c'est autre chose aussi que de regarder une œuvre devant son écran ou dans un livre. Donc, il y a aussi un rapport plus physique, en fait, plus sensoriel aussi, en étant dans l'espace muséal, en regardant des œuvres avec d'autres personnes autour de soi. C'est aussi un rapport entre l'intimité et le côté plus public de la chose aussi. Et c'est exactement la majorité des réponses. On était assez étonnés, en fait. La majorité des réponses, c'est « je viens au musée pour avoir une expérience sensorielle et émotionnelle ». Et le côté cognitif, ça venait en numéro 2. Pour apprendre des choses. Mais le premier, c'était sensoriel et émotionnel. Et en fait, pour répondre à cette demande, eh bien, au musée, on commence à... Non, ça fait quand même depuis 2016 que j'ai introduit le slow art au musée. Mais là, actuellement, il y a quelques podcasts qui existent déjà avec des immersions hypnotiques en plusieurs langues. Voilà, donc même en individuel, on peut avoir cette expérience. Mais qui ne s'oppose pas au cognitif, qui ne s'oppose pas à une dimension plus intellectuelle, voire informative ou historique. Oui, évidemment, ça se complète. Oui. Dans un musée, on nous propose toujours des audio-guides, mais qui donnent effectivement des informations historiques. Exactement, les contextes, les dates, enfin l'équivalent des petites vignettes que l'on voit à côté des tableaux. Et c'est vrai que pour moi, en fait, c'était une vraie expérience dans tous les sens du terme, parce que quand Christine m'a proposé de faire une immersion hypnotique, j'étais, si je puis dire, une des premières personnes qui a eu le privilège de tester ton approche. C'était assez confrontant parce que tu m'as présentée comme une philosophe, je travaille à l'université, je suis dans le côté plus rationnel et scientifique des choses, donc j'étais, je veux pas dire sceptique, mais j'étais très curieuse de voir ce que ça allait produire. Et c'est vrai en fait, le sujet, Marie, m'intéresse beaucoup, Marie-Aude, puisque c'est une prof d'univ, très intellectuelle, elle est résistante, soi-disant, à l'hypnose. Donc, c'était... C'était en même temps ta première séance d'hypnose, cette immersion absolument, a été... Absolument. Alors, ça a été c'est pour ça que j'ai une expérience assez holistique, assez totale dans tous les sens du terme. Mais c'est vrai que, pour moi, c'était intéressant et ça m'a beaucoup influencée. Ça m'a permis aussi de revoir ma pratique de théoricienne des images, mais aussi de professeur. Comment on enseigne les images aux étudiants. Parce que moi, j'ai l'habitude d'éduquer, si je puis dire, ou d'enseigner aux étudiants à analyser les images, à les lire, les commenter, les décoder, etc. Et là, une des premières choses que Christine m'avait dit avant de commencer l'expérience, tu mets ton mental de côté. N'essaye pas, ne me pose pas 50 000 questions comme tu as l'habitude de faire sur le qui, le quoi, le comment de l'artiste. Tu te laisses... tu t'abandonnes à cet exercice-là. Donc, ça a été pour moi... Alors, qu'est-ce que tu as vécu? Parce qu'on a envie d'en savoir un peu plus. Comment ça s'est passé? Donc, tu me corriges si ma mémoire n'est pas bonne, mais donc, c'était, je pense, il y a plus ou moins 3 ans. On était effectivement dans ce musée que je conseille d'ailleurs à tout le monde, le musée Beaux-Arts de Bruxelles, donc dans la section 19e siècle. Et Christine, d'abord, m'installe sur... Donc, on est quand même dans un espace public. Moi, je suis quelqu'un d'assez... Bon, on va pas dire timide, c'est pas du tout le mot, mais on est quand même dans un espace public. Elle me dit, tu te mets sur un des bancs et je vais te mettre déjà, on va commencer une espèce on pourrait appeler une petite méditation. Donc, tu me mets en... L'induction. L'induction, voilà. C'est-à-dire la mise en hypnose. Exactement. Donc, quelques minutes. Et puis, elle me dit, maintenant, tu vas te promener dans le musée, tu vas te laisser guider, tu vas flâner et une œuvre va te choisir. Bon. D'accord. Je joue le jeu, je fais l'exercice. Et là, je me retrouve face à une œuvre qui est une œuvre, un tableau plutôt un grand format, un portrait de femme, des couleurs noires, un petit peu de ton rose, voilà. C'est tout. Et je fais cet effort surhumain pour moi
de ne pas regarder la petite vignette, d'essayer de n'avoir aucune information. Et à partir de là, on commence donc l'exercice. Ce qui était intéressant pour moi aussi, et ce qui peut paraître un peu paradoxal, c'est qu'on est quand même face à une image. À un moment donné, on a les yeux fermés, puis à un moment donné, on a les yeux ouverts. Donc, on passe de l'un à l'autre. Et là, tu commences, si je me trompe, dans la phase de suggestion. Exactement. Bravo. J'ai bien appris ma leçon. Oui, oui. Et tu me balades sur l'œuvre et en allant d'un détail de l'œuvre à des contours plus larges. Et là, évidemment, il y a des narratifs qui commencent à émerger, troublants, remuants. C'est-à-dire que l'œuvre te parle alors? L'œuvre se met à te parler? Oui, ou elle me... Mais sous quelle forme, en fait? C'est des pensées qui viennent? Alors, je dirais qu'il y a des pensées, mais c'est des pensées qui sont d'abord, et là je le dis parce que justement, je ne suis pas du tout une spécialiste à la base, qui viennent se manifester de façon corporelle. D'accord, des ressentis. En fait. Des ressentis, exactement. On est sur le plan affectif, on est sur le plan émotionnel, mais ça passe par le corps. Donc des moments de chaleur, des moments de vacillement dans l'équilibre, des moments plus concentrés que d'autres. Donc, je suis vraiment plus dans le mental. Et en même temps, il y a quelque chose qui vient s'activer. Et quelque chose qui m'avait beaucoup frappé, notamment, et c'était un petit peu vers là, vers qu'on s'est orienté, c'est que c'est une femme qui est assise sur une chaise, dans une position inconfortable. Selon Marie. Absolument. C'est ce que je perçois, c'est ce que je ressens. Et là, ça vient faire écho avec un inconfort que je vivais probablement à ce moment-là. Bon, je vais évidemment pas tout révéler. Mais tout le travail, évidemment, c'est d'identifier, en tous les cas pour moi, de mon côté, les différentes parties de l'œuvre et comment est-ce qu'elles révèlent des parties presque invisibles chez la personne. Donc, c'est rendre visible l'invisible. C'est donner une forme à de l'informe. C'est ça le travail que moi je fais. C'est-à-dire que pendant que tu l'accompagnes, tu fais ce qu'on appelle de la calibration, c'est-à-dire que tu la regardes intensément, tu l'observes et tu vois comment elle réagit en fonction de ce que tu racontes. Exactement. Donc des suggestions que tu donnes et du coup tu orientes ton travail en fonction de ce qui se passe et de ta lecture émotionnelle. Voilà. Et là, c'est vrai qu'il peut y avoir chez certaines personnes des sensations physiques assez fortes que j'ai comparées avec le syndrome de Stendhal. Alors, c'est quoi ce syndrome de Stendhal? Alors, explique-nous. Parce que Stendhal, je vois qui c'est, mais... Le rouge et le noir. Donc, vous connaissez tous l'écrivain français Stendhal qui adorait l'Italie, qui a écrit un récit de voyage qui s'appelle Rome, Naples et Florence vers 1817. Alors ça, c'est l'historienne de l'art qui parle ici. Et il décrit justement à quel point il a pu être subjugué par un excès de beauté qu'il a quasiment subi, surtout à Florence, quand il a été dans une basilique, Santa Croce, et qu'il a vu les fresques au plafond de cette coupole. Il a été pris de vertige, il suffoquait, il avait un immense malaise. Alors après, ça dure une demi-heure, hein, et puis ça se calme, mais bien plus tard, en 1979... C'est pas une indigestion, tu veux dire, alors? Il n'avait pas mangé quelque chose de... Il était subjugué, en tous les cas. Il était subjugué, d'accord. Il a été mis en vertige, il était subjugué, et donc il y a une psychiatre italienne qui comment est-ce qu'on appelle ça, en 1979, 79, a réalisé toute une étude de plus de 10 ans sur des personnes qui ont éprouvé justement le même trouble, à la fois physique et psychologique. Et apparemment, ça ne touche pas les Italiens, parce qu'eux, ils baignent dans la culture, dans la beauté, donc ils sont immunisés. C'est leur quotidien. Un peu comme Obélix qui est tombé dans leur... Enfin, bref. Et donc, j'ai trouvé ça intéressant, ça m'a fait penser au syndrome de Florence. Alors, est-ce que tu crois que j'aurais eu quelque chose de similaire? Donc, en fait, aussi, un des éléments qui m'a beaucoup marqué dans cette immersion hypnotique que j'ai faite avec Christine il y a 3 ans, c'est qu'à un moment donné, elle me dit, vers la fin de la séance, elle me dit, tu te mets dos au tableau. OK, je me mets dos au tableau. Et là, encore une fois, c'est la rationnelle philosophe ici qui parle. Elle me dit, mais non, attends, qu'est-ce que je vais faire? Voilà. Et je suis pris de ce vertige, justement. Mais quelque chose qui était... j'ai encore du mal à l'expliquer.
C'était impressionnant à voir parce qu'il y avait vraiment ça allait d'avant en arrière, puis ça tournoyait. Ouais. Oui, oui. Et c'était un sentiment d'inconfort de nouveau, mais oui, c'était Donc difficile. c'est ressentir l'œuvre avec le dos, là, en fait, c'est Mais ça? comme si l'œuvre venait s'imprimer Exactement. dans le corps et dans l'inconscient. Ouais. Donc ça a été aussi très troublant dans l'expérience. Et puis je dirais que la toute dernière chose qui est, pour clôturer un petit peu rapidement ce qui s'est passé, qui était aussi très troublante et confrontante, c'est qu'à un moment donné, donc là, je suis dos au tableau, et puis elle me dit, maintenant tu te retournes, tu te mets face au tableau, et si tu es d'accord, je fais une photo de toi. Elle fait une photo de moi, elle me la montre. Et là, qu'on le croit ou qu'on ne le croit pas, la ressemblance entre cette femme sur le tableau et moi-même. La même couleur de cheveux, la même coiffure, les mêmes couleurs de vêtements. Je portais les mêmes couleurs de vêtements alors que je ne savais pas évidemment que j'allais être happée par ce tableau-là. Et donc, il y a véritablement un effet de ressemblance, d'appartenance, d'écho, de miroir. D'incorporation par le portrait. C'est troublant, en fait, parce que c'est chaque fois le cas quand je travaille en individuel, parce que je travaille aussi en groupe. Mais en tu travailles individuel, avec des collectionneurs, en fait, qui t'invitent à des collectionneurs, donc qui achètent des tableaux et qui parfois se demandent pourquoi, ils sont attirés par telle œuvre, et là, tu interviens et tu crées une connexion entre la personne et le tableau. Oui, c'est amusant. En fait, Marie et moi, nous avons été à Los Angeles au printemps 2024. Et puis, on a été invités chez des collectionneurs dans leur musée privé. Et ce collectionneur m'a demandé, tiens, fais-moi une immersion hypnotique devant une œuvre que j'ai achetée. Je dis, d'accord. Et puis, à la fin de l'expérience, il me dit, mais maintenant, je comprends pourquoi j'ai acheté cette œuvre. Je vois à quoi ça correspond chez moi. Et donc, j'ai trouvé ça assez amusant comme expérience. C'est très révélateur, évidemment. Puis c'est intéressant parce qu'on parlait du slow art comme une façon de contrer le marché de l'art, la vitesse, cette économie du capital qu'on associe souvent au marché de l'art. Et là, en fait, on se rend compte qu'il y a quelque chose de beaucoup plus affectif, de beaucoup plus émotionnel. Je pense que c'est aussi important quand même de le rappeler que le collectionneur n'est pas juste quelqu'un qui investit, mais il y a aussi un investissement beaucoup plus affectif en fait. Et ça, je pense que l'immersion hypnotique, elle révèle ça. Il y a un côté encore plus universel parce que finalement là, la personne est attirée par un tableau ou le tableau l'a choisi. En tout cas, là, tu étais habillée comme le tableau que tu as choisi. Donc inconsciemment, il y a eu un choix vers ce tableau. Donc là, le collectionneur a un choix vers cette œuvre qu'il ne connaît pas. Et finalement, ça lui est révélé. Qu'est-ce que ça vient résonner à l'intérieur de lui? Ça vient lui parler de lui, en fait. Exactement. Mais en fait, c'est pareil, finalement, quand on tombe amoureux. On tombe amoureux de quelqu'un, on ne sait pas trop pourquoi. Et en fait, grâce à une immersion hypnotique, on pourrait avoir des informations. C'est une bonne idée, c'est une belle piste, ça. On peut faire des thérapies de couple. On peut faire plein de trucs avec l'hypnose, en fait. Mais finalement, ça m'évoque ça, parce qu'il y a un côté inconscient d'amour pour un tableau et de quelque chose qui se passe avec le tableau qui vient réveiller des parts de nous. Et en fait, c'est pareil, finalement, dans plein d'autres cas. Oui, et en plus, c'est intéressant que tu compares ça à l'amour, parce qu'il y a aussi quelque chose en même temps de douloureux. Ça vient aussi chercher des fragilités. L'immersion hypnotique que j'ai vécue, on n'était pas que dans la douceur et le confort et le bien-être. On traverse, c'est intense. Voilà, il y avait quand même une intensité qui était révélée par ce tableau. Et puis ça permet aussi de regarder, encore une fois, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, ça permet aussi de regarder les portraits différemment, aussi de reconnaître la dimension dynamique qui peut ressortir d'un portrait fiché. Alors, tu as eu envie de procéder pareil avec tes étudiants, en fait Alors, hypnotiser mes étudiants, j'irai pas jusque-là, mais c'est vrai que j'irai de façon, et là c'est plutôt la philosophe qui parle, pas celle qui a expérimenté cette approche, ça m'a fait réfléchir sur des notions qui sont très très importantes, je pense, plus que jamais aujourd'hui, surtout par rapport au bombardement des images auxquelles on est confronté. C'est la question du regard, la question encore une fois, du temps, de la concentration et de la patience. On n'est plus dans une société, si je puis dire, de patience, et les étudiants encore moins. Donc, quand je leur dis « regardez ces images », ça ne veut pas dire les voir, c'est les regarder. Ça ne veut pas dire simplement les comprendre, encore une fois, au sens
purement cognitifs ou informatifs ou historiques, mais aussi de les investir autrement. Et donc d'essayer justement de prendre le temps de regarder les choses, de comprendre que les détails, ce ne sont pas juste des petits détails ou des petites anecdotes, ça peut être aussi des choses qui sont beaucoup plus révélatrices, voire transformatrices. Donc, c'est quoi ces questions que tu poses à tes étudiants face à une image? C'est quoi les premières questions qu'on doit se poser finalement quand on regarde une image pour aller au-delà de la surface en fait? En fait, c'est une question toute simple qu'on peut poser à n'importe quelle personne. Qu'est-ce que tu vois? Moi, je pense que cette question de qu'est-ce que tu vois, c'est une question qui est tout sauf anodine. Parce que voir, c'est pas simplement voir avec les yeux. Le voir, c'est une dimension qui vient chercher pas simplement des affects et des émotions, mais aussi tous nos sens. Ça peut être, je dirais, alors je vais pas dire, ça peut être auditif, ça peut être olfactif, ça peut être holistique aussi. Je pense que la dimension du voir, alors on peut même étendre ça à des questions beaucoup plus éthiques, voire politiques aussi. Je dis toujours que pour moi, une immersion hypnotique, c'est presque aussi un geste politique, puisque on vient accepter quelque part un autre rapport au temps, un autre rapport à l'espace. On vient aussi accepter de se confronter à soi et aux autres, à de l'invisible, à de l'inconnu. On se confronte. Et puis, on vient aussi parfois s'exposer à des choses qu'on ne pouvait pas anticiper. Et pour moi, ça, c'est très important aussi. On sort de la maîtrise. On sort du contrôle. On sort du contrôle. Pour aller vers l'inconnu, pour s'ouvrir à l'inconnu, en fait. Et ce qui est confrontant pour des étudiants, parce que quand ils viennent pas pour ça. Et puis, tout d'un coup, une image qu'ils ont vue des centaines de fois devient une image qui s'imprime chez eux différemment. Et puis, je pense aussi, ça permet c'est une expression que j'aime beaucoup, c'est de voir la profondeur dans la surface aussi. Alors, ça veut dire quoi, voilà, la profondeur dans la surface? C'est ce qu'on va expérimenter tout à l'heure. Eh ben, on va le faire peut-être maintenant. On va se préparer, en tout cas, à faire cette immersion hypnotique d'une 15aine de minutes. Donc, les personnes sont invitées soit à fixer l'écran pour ce tableau qui va s'afficher, qui va rester en fait affiché à l'image pendant tout le temps de la séance. Ou alors de prendre une autre œuvre ou de repasser plusieurs fois l'émission avec d'autres œuvres. Ça pourra marcher aussi avec d'autres œuvres. Tout à fait. Voilà. Donc, si vous êtes chez vous, si vous avez, je sais pas moi, une sculpture, une peinture, une photo, n'importe quel objet d'art. Ou prenez celui-là qui vient de s'afficher en fait à l'écran, qui est un magnifique portrait de Catherine Romanoff. On n'en dira pas plus. On n'en dira pas plus. On ne lira pas la vignette. On ne lira pas la vignette. On n'analysera pas en disant qu'est-ce que tu vois. Parce que l'idée, c'est que justement, on entre dans le tableau, ou le tableau vienne à nous. Et c'est maintenant dans les Virtuoses de l'hypnose avec Christine Ayoub qui nous accompagne. Merci. Alors, vous pouvez donc, durant cette séance, vous attendre à avoir des sensations physiques, de la chaleur, de la fraîcheur, de l'engourdissement. C'est tout à fait normal. C'est passager. Donc, ça ne va pas se cristalliser. Ça fait partie du processus. Bien entendu, vous gardez le parfait contrôle de votre expérience. C'est-à-dire que à tout moment, vous pouvez décider d'y mettre fin, tout simplement. Si les yeux sont fermés, eh bien, vous ouvrez les yeux. Vous prenez 2-3 bonnes respirations pour revenir parfaitement ici et maintenant. Et est-ce que vous êtes prêt à expérimenter absolument. Tout à fait. L'immersion hypnotique? Absolument. Très bien. Alors, écoutez, rien ne peut vous empêcher d'expérimenter l'hypnose, puisque toute hypnose, c'est une auto-hypnose. Vous pouvez résister, bien sûr, mais ce n'est pas pour ça que nous sommes là aujourd'hui, n'est-ce pas? Alors, j'ai une question avant de démarrer, c'est est-ce qu'on va ouvrir les yeux ou fermer les yeux? Parce qu'on a besoin d'ouvrir les yeux pour voir l'heure. Et en même temps, souvent, en hypnose, en auto-hypnose, on ferme les yeux. Alors, comment on gère ça? Il y a 2 moments où vous allez être guidé et même invité à fermer les yeux pour avoir un autre regard ensuite. Voilà. Alors, pour l'instant, vous pouvez laisser votre corps s'installer le plus confortablement possible. Et votre corps sait très bien ce qui est agréable et confortable. Très bien. Et c'est à la fois pour vous permettre de mieux rentrer en vous-même
et de rentrer dans cette œuvre que vous avez devant vous. Et je vous invite à laisser votre regard se promener dans toute l'œuvre pour apprécier son atmosphère si singulière, ses nuances de couleurs, toutes ces formes qui s'articulent, les jeux d'ombre et de lumière. Très bien. Et tout en écoutant ma voix, tu peux t'imprégner de plus en plus de l'image de cette œuvre pour à un moment donné en traverser la surface et aller à la rencontre de ton intériorité. Et comme dans le rêve, tu peux être ici et ailleurs. Ton corps est bien ici et ton esprit est déjà ailleurs, de plus en plus absorbé par cette image, par cette œuvre. Très bien. Et à présent, je vais te demander de fixer un endroit précis dans cette œuvre. Alors, je n'ai aucun moyen de savoir quel endroit, quel détail va attirer ton attention maintenant. Ton inconscient sait mieux que moi quel détail choisir. Très bien. Et l'important, c'est de fixer fixement cet endroit, ce détail, et tout simplement, d'une façon qui te convient, tu vas confortablement te préparer à entrer en transe. Et confortablement, tu vas concentrer ton attention sur cet endroit et tandis que tu fais cela, petit à petit, c'est ton inconscient qui se concentre de plus en plus pour aller à la recherche de ressources inconscientes, des ressources indirectes, plus efficaces que tes ressources conscientes habituelles. Très bien. Et petit à petit, tu pourrais être amusé de constater de légères modifications dans tes perceptions visuelles. Je ne sais pas à quel moment exactement tu vas remarquer que les contours tout autour s'estompent aux alentours. Ta vision périphérique se modifie car tu es capable de ne t'intéresser qu'à ce qui t'intéresse. Et donc tu es tout à fait capable de faire abstraction d'une partie de la réalité extérieure. Et ce détail devient peut-être flou. Ta vision se modifie. Et je ne sais pas si ce détail que tu fixes te donne le sentiment de bouger, d'avancer ou de reculer. Peut-être qu'il se déplace de haut en bas. Et plus ton champ de vision se focalise sur ce détail, plus tu en vois le centre. C'est une vision tunnel, où seul le centre reste net. Et par intermittence, le détail peut disparaître complètement pour ensuite réapparaître. Et plus tu fixes ce détail, plus ta perception change et plus tu te centres sur cet endroit,
plus tu peux te relaxer. Et je ne sais pas si tu as déjà ressenti à quel point il est difficile d'essayer de garder les yeux ouverts. Ouais. Tes paupières peuvent cligner de plus en plus, peut-être même qu'elles picotent. Et tu as beau lutter, tes paupières clignotent de plus en plus. Oui, elles deviennent de plus en plus lourdes. Et il est de plus en plus difficile d'essayer de les ouvrir. Et tu sais, comme c'est agréable de laisser les paupières se fermer quand on est un peu fatigué ou juste relax. Et tu peux donc laisser les paupières se fermer maintenant. Très bien. Très bien. Alors peut-être qu'il y a des choses qui apparaissent derrière les paupières closes, peut-être des sentiments, des couleurs, des formes qui n'ont peut-être rien à voir avec le visage ou l'oiseau, ou des détails de l'œuvre, ou peut-être justement l'œuvre t'apparaît en négatif, comme un fantôme, pour disparaître. Et je me demande ce que ton inconscient a besoin d'explorer aujourd'hui, pendant cette séance, pour faire un bon travail utile pour toi. Ton inconscient sait mieux que moi quelle ressource pourra être mobilisée à partir de cette perception modifiée. C'est ton inconscient qui travaille maintenant. Et je ne sais pas si ces ressources ont des couleurs particulières ou des formes. Et dans un instant, je vais te demander, après avoir compté jusque 3, d'ouvrir les yeux, et ce sera comme si tu découvres l'œuvre pour la toute première fois. Et je vais te demander de rester bien attentif et attentive à toutes les sensations qui pourraient se développer. Je serais curieuse de savoir ce que tu vas découvrir, quelle surprise ton inconscient réserve pour toi. 1, 2 et 3. Très bien. Tes yeux sont bien ouverts et tu peux regarder cette œuvre et peut-être commencer à y voir autre chose. Si tu regardes l'œuvre à l'écran, peut-être que tu vois autre chose que le visage et l'oiseau. Peut-être qu'il y a des formes qui apparaissent comme un paysage ou un chemin. Peut-être qu'un cœur se dessine ou toute autre chose encore que tu n'avais pas vu au premier regard. Ce qui est certain, c'est que ce qui t'apparaît te raconte. Parce que finalement, derrière la surface d'un visage, il y a tout un monde qui se cache. Il y a tout un monde intérieur d'une profondeur immense qui se cache en dessous de la surface. Alors, bien entendu, au fond, on est aussi composé de plusieurs parties. Des parties parfois qui ne se ressemblent pas toujours et qui forment pourtant une unité, un tout. Il y a tout ce qui nous compose, notre passé, notre présent et déjà notre avenir. Et personne ne sait dire exactement à quel moment le passé devient présent et
à quel moment le présent bascule déjà dans l'avenir. Alors à la surface, il y a ce qu'on affiche volontiers, tout ce qui est haut en couleur ou des nuances délicates. C'est nos qualités, nos talents singuliers et bien d'autres choses encore. Mais à côté de ces côtés, il y a des côtés avec lesquels nous avons plus de mal, qu'on aimerait cacher. Peut-être des blessures secrètes, plus sombres. Oh, certaines sont anciennes, elles ont déjà eu le temps de cicatriser, elles sont toutes en relief, encore visibles. Et finalement, c'est peut-être justement ces blessures-là qui nous rendent uniques. Alors il y a sûrement aussi de nouvelles blessures, des blessures encore à vif. Et je ne t'apprends rien en te rappelant que ces blessures peuvent être engendrées par des mots blessants qui peuvent donner naissance à des croyances limitantes qui donnent elles-mêmes naissance à des comportements inadaptés. Et ces blessures-là, elles ont besoin de temps pour cicatriser, pour nous permettre de faire peau neuve. Un peu comme un serpent qui mue et qui se déleste de tout ce qui ne lui est plus utile. Et au fur et à mesure de ta respiration, ton inconscient sait faire le tri entre ce qui t'est encore utile ou pas. Comme si à chaque expiration qui se relâche, tout ce qui est toxique, tout le dioxyde de carbone et tout ce qui n'est plus nécessaire de garder. Très bien. Et à chaque inspiration, bien sûr, c'est l'air nouveau, le renouveau inspirant, régénérant que tu inspires. Et je ne sais pas si tu peux t'autoriser à te permettre de constater que tu es capable de te régénérer par toi-même. Et tu laisses tranquillement faire ton inconscient ce qu'il a à faire pour te régénérer. Et à présent, tu peux une dernière fois laisser les yeux se fermer, laisser les paupières se fermer pour laisser bien-être, ce mieux-être. J'ignore quelle sensation bénéfique, quelles ressources sont en train de se développer. Peut-être un lâcher-prise, une confiance, une légèreté, une sensation d'expansion, une sensation d'amour qui fleurit et s'épanouit.
Et je me demande comment ces ressources se marquent dans ton corps. Peut-être par une chaleur ou une sorte de mouvement intérieur, par un ancrage, peut-être tout à la fois ou encore toute autre chose qui participe à ce bien-être ressourçant. Je te laisse un dernier instant profiter et pour te donner aussi le temps d'intégrer cet apprentissage. Et pendant ce moment, peut-être qu'il y a un mot qui vient pour cristalliser cette expérience qui est la tienne. Très bien. Et peut-être ce mot qui est venu, cette ressource, laisse-la bien s'imprimer dans toutes les cellules de ton corps. C'est une empreinte dans le corps et dans l'inconscient et que tu pourras redéclencher quand tu le souhaites, simplement en pensant à cette œuvre, au mot qui est associé à toutes les sensations bénéfiques que tu as pu générer. À présent, je vais te demander d'ouvrir les yeux et de regarder une dernière fois cette œuvre. Et je me demande vraiment ce qu'il y a de changé, qu'est-ce qu'il s'est transformé par rapport à la première vision que tu en avais. Qu'est-ce qui a été révélé? Ce qui est certain, c'est que ce qui s'est transformé dans l'œuvre, c'est un miroir de cette transformation intérieure. Et tu sais que la fin d'une transe, c'est toujours le début d'autre chose. Et je me demande quelle bonne surprise tu pourrais avoir dans les heures, dans les jours, dans les semaines qui viennent en rapport avec tous les bienfaits ressentis aujourd'hui. Et je vais compter jusque 5 et à 5, tu seras parfaitement de retour ici et maintenant. Et pendant que je compte, tu laisses bien ta partie inconsciente et ta partie consciente se réunir pour revenir bien unifiés dans une conscience totale. 1, 2, 3, 4, tu peux peut-être t'étirer, prendre encore une bonne respiration. Et 5, bien de retour ici et maintenant. Eh ben, merci infiniment, Christine Ayoub, pour cette immersion hypnotique. Avec plaisir. Merci, Christine. Effectivement, on dépasse. Enfin, en tout cas, moi, j'ai dépassé le... Enfin, bon, c'est moi qui ai fait le tableau et sans doute, je l'ai fait un petit peu aussi en transe. En tout cas, c'est comme ça que je perçois la création artistique en ce qui me concerne. C'est plutôt une émergence de choses qui arrivent sur la toile. Et donc, mes tableaux sont un peu tous des autoportraits, quelque part, d'épisodes, de choses comme ça. Et là, effectivement, j'ai perçu à un autre niveau, avec un plus grand focus sur certaines formes du tableau et sur certaines significations. Ah, voilà. Génial. Tout à fait. Et toi, alors, qui n'es pas l'artiste? Non, mais oui, en fait, j'ai vu, effectivement, j'ai décomposé l'œuvre pour mieux la recomposer, peut-être. J'ai mieux compris enfin, mieux compris, on n'est pas dans ton intention à toi, mais l'assemblage, le collage, les éléments, la peau de cette femme aussi, donc les textures. Les textures me sont apparues plus clairement, en tout cas, de façon plus nette.
et l'importance aussi probablement de ces différentes textures. J'imagine aussi que utiliser le collage n'est pas anodin. Donc tout ça, oui, c'est quelque chose qui s'est dévoilé de façon beaucoup plus nette. Ouais. Et qui, je pense, vient aussi justement approfondir peut-être aussi la lecture de ce tableau dans sa matérialité et donc dans le sens que tu essayes d'y mettre et que j'essaye d'y mettre aussi peut-être. C'est intéressant. Chacun va avoir un vécu particulier par rapport à l'œuvre puisque ça devient un miroir d'une intériorité. Oui, c'est un peu comme un message personnel qui m'est délivré en fait quelque part. Donc, alors du coup, dans la symbolique de l'oiseau, en tout cas tel que ça m'est arrivé en faisant toute une série sur les oiseaux, c'est l'idée de c'est comme une idée qui arrive, c'est comme une intention qui arrive, c'est comme un événement qui arrive dans la vie. Et qu'est-ce que t'en fais, comment tu le vis? Est-ce que donc là, il lui rentre quand même dans la chevelure, il rentre dans la tête. Et donc c'est un événement qui arrive et comment tu le vis. Ça, c'était un petit peu mon explication rationnelle que j'avais avant de faire cette immersion hypnotique. Et finalement, et ben non, j'ai l'impression que c'est plus quelque chose qui est à la fois extérieur et intérieur, mais qui émerge d'elle-même, en fait. Comme si cet oiseau sortait de sa tête et qui fait, en fait, en même temps des dégâts, parce que finalement, il y a des couleurs qui me sont apparues beaucoup plus vives, comme exactement. Oui, ça arrive souvent, ça. Ouais, hein. Tout à fait. Les couleurs, tout d'un coup, elles sont beaucoup plus... beaucoup vive, plus avec une différentes. signification, comme si en fait il était presque enflammé, il y avait presque des flammes en fait qui sortent, qui viennent brûler presque sa tête. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et pour moi, c'est vraiment finalement le symbole d'une émergence spirituelle. Et en même temps, elle est très blanche, elle est très posée, elle est très calme, elle est déjà construite avec sa petite chevelure. Et donc, on a l'impression, enfin, le message, c'est un petit peu de garder une certaine fraîcheur et une certaine candeur par rapport à des manifestations assez fortes, quoi. Voilà. Alors, c'est amusant ce que vous partagez parce que j'ai souvent ces retours-là. L'œuvre est beaucoup plus lumineuse, les couleurs sont plus vives, il y a un volume. Et donc, j'avais un groupe de 15 mécènes justement au musée qui sont venus le soir en immersion hypnotique et ils me disaient mais c'est mieux qu'au cinéma. Puisque en fait, oui, il y avait du mouvement. Très curieusement, il y avait du mouvement. Il y avait du mouvement, exactement. L'œuvre est figée. Bon, c'est un collage textile, et là, il y avait, on sent un mouvement de l'oiseau. Enfin, il se passe un truc, quoi. En fait, je ne voyais qu'un animal, et tout d'un coup, j'en ai vu plein bouger. Oui. Et alors, il y a des aquatiques, des serpents. Oui. Alors, tu parlais, par exemple, quelque chose aussi qui, pour moi, si je devais donner une thématique aussi, c'est la question de la peau. Alors, j'ai un peu insisté là-dessus dans les suggestions, donc j'espère que ça va pour tout le monde. Oui, c'est vrai que tu as parlé de la peau. Qui n'a pas eu d'être démangée. Non, tu as parlé de la peau. Par exemple, tu vois, je la voyais nue aussi à un moment donné. Sans le chapeau, sans la coiffe, sans ce collier, sans cette robe. Elle m'apparaissait telle qu'elle avait envie d'apparaître. Plus authentique. Sans toute cette espèce sans toutes ces fioritures. Oui, intéressant. On pourrait en reparler en one-to-one. Mais voilà, c'est un peu, ça révèle l'idée de quelque chose de particulier qui se dégage tout d'un coup, pourtant d'un tableau que je connais bien. Et c'est vraiment très intéressant de voir même des détails de forme qui me sont apparus comme ayant tout d'un coup revêtant une importance folle dans le message de renaissance. En fait, c'est un peu ça le message qui arrive, de renaissance. Et alors, c'est ça que je trouve très intéressant pour un musée, c'est de permettre à un public habitué de renouveler son regard sur des chefs-d'œuvre ou même des œuvres moins connues, et aussi d'attirer évidemment un nouveau public qui est attiré pas spécialement par l'art, ou par telle ou telle œuvre, mais par cette démarche slow. Donc c'est slow, un peu psycho quand même quelque part, parce que si on reçoit un message d'un tableau, c'est quand même un peu même psy dans le sens. Oui, mais peut-être que pour certaines personnes, la matérialité de l'œuvre suffit. Tu vois, je pense que ça c'est. Mais ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis dans cet exercice, c'est que finalement, un tableau, s'il est vu par 1000 personnes, il est 1000 fois un autre tableau. Voilà, c'est ça, exactement. Et je pense que c'est ça aussi le propre d'un musée. C'est comme tu dis, tu peux revenir 1000 fois dans ce même musée. Chaque fois, tu vas toi-même y voir autre chose. Chaque personne y verra autre chose. Et je crois que c'est ça le propre des images et de l'art en général. Alors, je dois avouer, et c'est peut-être pas politiquement correct, mais j'ai un petit problème, une résistance avec le slow art. Alors moi-même, je suis très impatiente de nature, je vais absolument travailler là-dessus. Et je veux juste clarifier que le slow, c'est un ingrédient, parce qu'on a besoin d'un certain temps
pour s'immerger et aller ressentir et faire émerger. Moi, D'accord. je trouve ça Mais assez c'est pas le rapide, en but. fait, en un quart d'heure, là, Je sais tout pas si on a compris. mis un quart d'heure, en Je ne fait. sais pas, en un quart d'heure, tout compris, Oui. on a vraiment. C'était intense. Hein. On Donc a c'était une- un teaser, hein, ce que je fais. On a donc, une tu as fait immersion une version et, courte, on va dire. oui, oui. et une émergence d'informations, Ouais. je trouve, hein, qui Mm. arrive. Hein. C'est assez intense, c'est assez condensé. Normalement, ça peut s'étaler sur Et alors, une tu as fait des demi-heure. suggestions très thérapeutiques, on se débarrasse de tout ce qui est. Oui, oui. T'as remarqué? Voilà, tu en as profité pour finalement qu'à que faire. ça ait aussi un impact psychologique, en fait. Hein. Alors ici, on est proche de l'art-thérapie. Et quand on est en one-to-one, on peut vraiment fignoler certaines thématiques et aller vraiment Ce que moi, j'avais vécu avec toi à l'époque. réparer, si je peux dire, certaines choses. Avec un groupe, alors il m'est déjà arrivé de faire une immersion avec 1000 personnes. Donc là, je me suis un peu sentie comme Mesmer, ce qui n'est pas du tout le but. Et je suis tout à fait là par rapport à lui. C'était devant un auditoire de personnes dans les cadres des journées émergence à Bruxelles. Et donc ça, c'était, je devais vraiment bien cadrer mes suggestions parce qu'il y a des personnes hyper suggestibles. Donc bon, voilà. Ici, c'est encore assez confortable. Enfin, je ne sais pas combien de personnes nous regardent. Il y a une chose que je reconfirme à nouveau avec cette version condensée que tu nous as faite, c'est que c'est vraiment un travail par l'œuvre et pour l'œuvre. Mmh. C'est-à-dire que moi, je suis un petit peu, tu le savais, on en a beaucoup parlé, un peu allergique, tu sais, à ces approches où finalement on instrumentalise l'œuvre d'art. Mm. Elle ne devient qu'un objet parmi un autre. Mmh. Et moi, ce que je trouve intéressant dans cette approche, c'est qu'on singularise l'œuvre, ton œuvre en question, puisqu'on l'a décortiquée, disséquée. Et puis en même temps, on singularise aussi notre relation. Oui, c'est ça en fait, parce que Donc chaque personne, les 1000 personnes vont vivre une expérience différente. Oui, j'avoue que oui. C'était parfois assez intense. Et c'est passionnant ça en fait, parce que finalement, tu vois, ça passe par nous, mais c'est au service de quelque chose qui n'est pas que nous non plus. Mmh. Oui, c'est ça, il y a les deux. Mais ça parle de nous quand même. Enfin, ça parle de chaque personne. Oui, c'est cette espèce de dialogue qui s'instaure. On est dans le transpersonnel, hein, donc d'abord on est traversé par l'œuvre qui nous révèle, et puis je pense que les neurologues vont parler des neurones miroirs, qui sont les neurones de l'empathie, qui sont sollicités par ce type de regard sur une œuvre d'art, avec cette reliance-là. Ouais. C'est les fameux oui, parce neurones qu'en fait, miroirs. on rentre en soi, mais on sort de soi aussi. Moi, c'est ça que je trouve intéressant. Oui, exactement, c'est pas du c'est vrai. tout. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui m'attire dans ton approche, c'est que c'est pas de l'ego. On n'est pas dans l'ego tripé. On n'est pas simplement dans le. Parce qu'il y a quelque chose d'autre qui ne nous appartient pas. Alors là on aussi, sort de soi. Enfin, c'est toujours soi qui regarde. De toute façon, on se promène toujours avec notre propre caméra intérieure. Évidemment, donc, mais on est face à quelque chose qui au départ ne nous appartient pas. Il devient. Oui, il y a une dimension universelle en fait. Oui, et je dirais presque pour employer un autre mot, même un peu fort, mais qui philosophiquement moi m'intéresse, qui est la dimension de l'altérité. Mmh. Un autre que soi aussi, qui est convoqué à un moment donné dans ce genre d'exercice. Mmh. Alors j'avoue que, et ça c'est pas politiquement correct non plus, décidément, mais je suis un peu allergique à tout ce qui est, tu sais, focalisé sur soi, là, le bien-être, le développement personnel. Parce que parfois c'est un peu nombriliste, alors que voilà, ici, quand on parle de transpersonnel ou de reliance à l'autre, à l'œuvre, il y a quelque chose qui nous dépasse aussi, et ça fait du bien. Et moi, je pense que c'est très nécessaire aussi. Alors moi, ça me rappelle une expérience ça rappelle, parce qu'il y a quand même la focalisation du regard. On va entrer en hypnose grâce à la focalisation du regard, la fixité sur un point. Pas toujours, hein, je l'ai fait aujourd'hui, mais c'est une des manières de... Du coup, ça me rappelle une expérience tu sais, on prend deux personnes qui se connaissent pas, et on leur demande de se regarder intensément dans les yeux pendant 3 minutes. Et les gens vivent des choses absolument incroyables. Oui, oui. Donc c'est du slow, je sais pas quoi. C'est très. Je l'ai fait aussi pendant ces fameuses journées émergence avec un inconnu qui était à côté de moi et qui a commencé à pleurer. Et c'était ce type de regard, on ne le pose pas dans le quotidien, et il y a quelque chose de transpersonnel de nouveau qui se passe.
Et donc là, ça m'a rappelé un tout petit peu ça, alors que... Mais en plus, c'est intéressant parce qu'on a fait cet exercice quand même avec en plus, tu nous l'as dit, un autoportrait. Donc, c'est en fait, on se regarde, on est regardé. Donc, il y a quand même voilà, il y a des relations là qui se confrontent finalement, des regards qui se confrontent. Ça m'a toujours troublée parce qu'une œuvre, souvent, elle vient de l'intimité d'un artiste, vraiment des tripes, des profondeurs, c'est quelque chose de très intime. Comment ça se fait que ça peut toucher l'intimité des autres? Qu'est-ce qui fait que? Et c'est un peu ça qui se passe dans le processus. En quoi est-ce que ça révèle des parts de moi très intimes aussi? Comment est-ce qu'on... Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je trouve que l'exercice que tu fais dans l'espace muséal où tu dis aux personnes, enfin à la personne en question, voilà, laisse-toi choisir par cette œuvre, je trouve que déjà là, il y a quelque chose qui s'enclenche. D'avoir le choix, en fait. Voilà, aussi, exactement. Là, c'était un exercice imposé, mais d'avoir le choix, effectivement, de l'image à tel moment qui vient s'inviter pour nous. Donc, on peut te retrouver, Christine, où on peut te retrouver alors, si on veut faire des expériences avec toi? Eh bien, tout simplement sur le site des musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, sous mon nom. Alors, je suis responsable du service philanthropie et partnerships, donc du mécénat. Et, mais je suis aussi spécialisée pour les activités slow art, donc approcher l'art en pleine conscience. Toi, t'aimerais bien multiplier quoi comme expérience alors? Moi, j'aimerais proposer peut-être à d'autres musées ou institutions des podcasts d'immersion hypnotique comme on le fait déjà chez nous. On est d'ailleurs pionniers à ce niveau-là. Oui, donc des immersions hypnotiques ou bien des approches en pleine conscience. Je suis aussi formée en pleine conscience, donc que ça se développe, que ça se propage. L'art peut être un vecteur de ressourcement. Donc ça, j'aimerais bien le partager plus largement. Puis aussi, j'imagine, inviter les personnes à redécouvrir quand même ce musée qui a des trésors incroyables. Oui, et ce musée et d'autres musées. Donc changer de regard, changer d'un rôle passif et devenir acteur de l'expérience. On n'est plus spectateur, on devient acteur pour vivre véritablement une expérience. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc il y a un projet d'ouvrage aussi. Il y a un projet d'ouvrage où Marie-Aude Barognan pourrait faire donc la préface, en tous les cas, avec un point de vue scientifique. Écoute, voilà. Merci de ta confiance en tout cas. Oui, écoute, voilà. On collabore très bien ensemble. Très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci à toi. Merci à toi, Catherine, pour ton invitation. Merci beaucoup. Merci. Et puis voilà, maintenant, on en sait un petit peu plus sur comment faire pour entrer dans une œuvre d'art ou laisser l'œuvre d'art entrer en nous. Merci beaucoup. Tout ça grâce à l'hypnose. Quel magnifique outil. À très bientôt dans les Virtuoses de l'hypnose sur le plateau d'ABC Talk. Abonnez-vous.